Tu te rappelles Samurai Jack? Je suppose qu'il y a un samouraï et qu'il s'appelle Jack. Tu supposes mal. Surprenant. Cadillac et dinosaures, le titre ne mentait pas sur la marchandise. Dans la série, il y a des Cadillacs et des dinosaures. Mais aussi un lord de tous les diables que le titre ne permet pas de soupçonner. En entendant le titre Samurai Jack, par contre, vu qu'il y a le nom d'une fonction appartenant plutôt au registre du Japon féodal et un prénom très caractéristique de l'époque moderne, tu te doutes un peu que tu vas assister aux aventures d'un individu du vieux Japon traditionnel qui se balade dans le futur. Par contre, l'individu en question n'est pas un samouraï, c'est un prince. C'est à lui que les samouraïs prêtent allégeance. Et il ne s'appelle pas Jack, on ne connaît pas son prénom. Jack est juste le surnom que lui donnent les premiers kidam qu'il rencontre dans le futur. Pour une raison non spécifiée, il adopte ce nom plutôt que le vrai quand il se présente. En commençant la série, on savait 3 choses sur elle. Que la fin n'a pu être faite que dans une saison 5 réalisée assez longtemps après le reste et ayant un ton beaucoup plus sombre que le reste, qu'elle est connue pour être très contemplative et quasiment sans dialogue, et qu'elle est signée Genndy Tartakovsky, connu aussi pour les Super Nana, le laboratoire de Dexter et, sujet qui fâche, Star Wars Clone Wars, la série en 2D de 2003 que tout le monde semble adorer sauf nous. On n'en parlera pas. On pourra pas éviter. Non seulement nous avons regardé Samurai Jack avec cette référence en tête, et ça a forcément joué sur notre appréciation, non seulement la parenté entre ces deux séries est évidente, et c'est d'autant plus frappant que ce qui nous est passé au-dessus dans Star Wars Clone Wars nous a tout à fait parlé dans Samurai Jack, mais en plus on n'aura peut-être pas d'autre occasion de parler de Clone Wars. Désolé d'avance, je me permets donc dès à présent une parenthèse que je vais essayer de garder aussi bref que possible. Je parle ici en mon nom propre car c'est moi qui, par le passé, ai été très fan de Star Wars. Étant né en 1990, j'ai la chance d'avoir connu, et même bien connu entre l'âge de 6 et 9 ans, la trilogie originale à une époque où elle était toute seule. C'est néanmoins à partir de l'attaque des clones en 2002 que je me suis réellement mis à Star Wars, pour patienter jusqu'en 2005 où devait sortir le tout dernier Star Wars. Ouais, vous sentez l'amertume. Peu importe. C'est pas que j'aime pas Clone Wars, c'est que j'en ai jamais vu l'intérêt. Pour moi, c'était des clips publicitaires pour faire patienter les fans avant la sortie de la revanche des Sith, ce que leur format, des épisodes de 3 minutes, confirmait d'ailleurs. Les années 2000 c'était encore une grosse période d'insouciance avec des parodies et des tournements de Star Wars en veux-tu en voilà, que ce soit dans des séries comme les Simpsons ou des trucs autonomes comme Star Wars avec des légumes. J'adorais ce genre de conneries. Et pour moi, Clone Wars c'était pas beaucoup plus que ça. Alors quand des années après, The Clone Wars est sorti et que des voix se sont élevées pour dire que la série en CGI faisait oublier celle de Tartakovsky, qui serait mémorable pour l'histoire qu'elle raconte, j'ai vraiment cru que j'étais tombé dans un monde parallèle. Quelle histoire! C'est des clips de 3 minutes dont la finalité la plus substantielle est la capture de Sand Hill sur Munilist. Pour moi, c'est comme si vous me disiez que Man of Steel fait de l'ombre à la pub dans laquelle Superman met en garde les jeunes contre le tabagisme. J'ai strictement aucune passion pour Man of Steel, et la pub en question est très jolie visuellement, mais... Enfin non quoi, on n'est pas en train de parler de la même chose. Quand j'entends qu'au moins dans Clone Wars, Grievous était badass, alors qu'il se bat comme un personnage de cartoon, c'est comme si vous me disiez que Bip Bip est badass. Oui, bien sûr, Bip Bip est incommensurablement badass, j'en dis ce qu'on vient pas, mais pas selon les critères de... J'ai pas les mots. Pour moi, c'est évident que Star Wars c'est quelque chose de très sérieux, de très verbeux, que la guerre des clones c'est ça, et que ça, c'en est la parodie. Donc vraiment, j'ai jamais compris l'engouement autour de Clone Wars. Et cette incompréhension a fini par prendre la forme du rejet, et d'une forte anxiété à la perspective de regarder Samurai Jack. Suivi d'un intense soulagement vu que, même si comme j'ai dit la filiation est évidente, Samurai Jack ça n'a heureusement rien à voir. En effet, si le visionnage de Samurai Jack nous a donné une meilleure idée de ce que les gens arrivent à voir que nous ne voyons pas dans Clone Wars, ça ne nous a pas du tout permis de comprendre ce que diable était réellement le projet de cette série de mini-clips décrivant des scènes d'action interminables dont les enjeux nous ont à peine été livrés, où les personnages familiers se conduisent de manière ridicule et où l'intrigue principale essaye désespérément de se cacher derrière l'action pour ne pas être repérée. Clone Wars, c'est comme Gravity Falls, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je comprends vraiment pas. D'ailleurs, dès qu'on discute un peu avec des fans de la série, on réalise que ce dont ils se souviennent surtout, c'est les épisodes de la dernière saison, qui revient à un style un peu plus classique, avec une histoire et des personnages. Pas cette série de mini-clips où Mace Windu abat des droïdes à la chaîne pendant 3 minutes, sans qu'il se passe rien, et c'est vraiment juste ça l'épisode. Des épisodes qui ne sont qu'une longue scène d'action, il y en a dans Samurai Jack. Mais jamais nous n'aurions l'idée de dire qu'il ne s'y passe rien, et c'est d'autant plus remarquable que cette fois on est sur des épisodes de 20 minutes, pas de 3. En fait, Samurai Jack est un modèle qui devrait être cité en exemple dans toutes les écoles de scénaristes sur la façon de prolonger une scène d'action sans que ce soit chiant. Il y a sans doute plus de caractérisation dans la manière dont Jack donne un coup de sabre qu'il y en a dans 10 épisodes de Clone Wars. Ça tient en 3 mots. Enjeu, suspense et humour. Le 3e n'était pas indispensable, mais ça fait quand même partie de ce qui fonctionne si bien dans Samurai Jack. Chaque combat du Samurai Jack est d'abord introduit par une scène courte et efficace qui nous précise quelles vont être les règles de ce combat-ci, en quoi c'est différent de tous les combats précédemment mis en scène, pourquoi notre héros risque de perdre et ce qui arrivera s'il perd.
Puis s'ensuit la scène d'action. Et non seulement l'enjeu ne sera jamais oublié, s'il s'agit de protéger des civils, ils resteront toujours la motivation centrale des combattants, mais les forces des parties en présence qui s'affrontent sont à peu près équivalentes. Et si elles ne le sont pas, les ennemis de force inférieure compensent par un nombre supérieur. En tout cas, les deux camps qui combattent sont en difficulté. Et cette difficulté dure tout le temps du combat. On sait que le héros ne va pas mourir puisque la série dure 5 saisons, mais il peut quand même perdre. On ne le voit pas non plus s'acharner de manière interminable sur un adversaire que ses attaques indiffèrent tellement elles ne l'atteignent pas. Non, le suspense de qui va remporter cette manche est constant. Et parfois la question est même de savoir comment elle va être remportée, la situation nécessitant de la sagesse pour s'en sortir. Si l'un des adversaires marque des points pendant le combat, ce n'est pas pour les perdre ensuite, ce qui fait qu'il y a une vraie progression qui empêche tout sentiment de stagnation. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Pour qu'une scène d'action ne soit pas chiante, il faut qu'il y ait un enjeu et du suspense, sans blague. Ça devrait être d'une évidence telle qu'on n'a jamais besoin de le commenter. Pourtant non, cette règle de base n'est pas toujours présente à l'esprit de ceux qui animent une scène d'action. Vous nous avez entendu nous plaindre que lors d'un combat de Teen Titan ou de Ben 10, il y a toujours un moment où on se dit « c'est pas vrai, on y est encore, ça suffit là ». La plupart du temps, ce sentiment découle de l'impression que les adversaires se contentent d'échanger les coups sans qu'on se rapproche ou s'éloigne de l'enjeu du conflit, ce qui fait qu'il n'y a pas de suspense, ou se battent sans se préoccuper des dommages à long terme du combat, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais même si nous n'avions jamais été confrontés à des scènes d'action interminables sans suspense ni enjeu comme dans ces séries, Samurai Jack nous aurait de toute façon obligés à nous interroger sur les règles de base qui font qu'une scène d'action peut se prolonger ad vitam aeternam sans lasser. Car la série explore cette question tellement à fond qu'on peut passer un même épisode sur un seul et unique duel sans jamais s'ennuyer pour autant. C'est comme si Genndy Tartakovsky se disait « voyons combien de temps je peux tenir sans faire chier mes spectateurs cette fois ». Ce serait sûrement malhonnête de dire qu'on ne s'ennuie jamais devant une scène d'action de Samurai Jack, car sur les 52 épisodes des 4 premières saisons, il y en a des plus faibles que d'autres, mais c'est étonnamment rare pour une série qui mise autant sur l'action pure. Quand l'épisode n'est composé que d'une scène d'action, avec la seule nécessité de rappeler l'enjeu et de maintenir le suspense, éventuellement d'agrémenter le tout de touches d'humour pour rendre l'ensemble plus plaisant, ça laisse la main libre pour tout un tas d'exercices de style sur la mise en scène. Et donc, Samurai Jack, c'est ça. Deux longues scènes d'action qui sont en fait l'occasion de trouver une façon originale d'exploiter les visuels et la musique. Je suppose que c'est aussi ce que Clone Wars cherche à être. Chaque scène d'action est juste un prétexte pour faire de la belle animation. Du coup, je reviens à ma question initiale. Pourquoi ça marche dans Samurai Jack et pas dans Clone Wars? Parce que Clone Wars est un passage d'une histoire plus grande, mettant en scène un conflit aux enjeux complexes que les films principaux n'ont déjà pas bien su détailler, et qui de toute façon nécessiterait plus qu'un bref dialogue en début d'épisode pour être exposé correctement, et d'une manière qui donne envie de s'y intéresser. Tu l'as dit, Star Wars c'est très sérieux et très verbeux. Samurai Jack a un pitch très simple, qui émeut immédiatement sans avoir besoin d'une mise en scène détaillée, et qui de fait s'accommode très bien du style cartoon dans lequel il est animé. Ça laisse le champ libre pour l'action et les exercices de style. Donnons donc ce pitch. Dans des temps anciens et reculés, à quelle époque commence l'histoire exactement? Eh ben... c'est à l'époque des Turcs d'Istanbul, de l'Égypte antique, des Jeux Olympiques en Grèce, de Robin des Bois... Ok. Dans des temps anciens et reculés, donc, Aku, démon aux 1000 apparences, sort de la prison dans laquelle l'avait enfermé le jeune empereur du Japon quelques années auparavant, et commence à envahir la Terre. Le jeune empereur devenu vieux n'a que le temps d'envoyer son fils, encore enfant, en Turquie pour y apprendre l'équitation, puis en Afrique pour y apprendre le combat à la perche, puis en Grèce pour y apprendre la lutte, puis en Angleterre pour y apprendre le tir à l'arc... Ça va, tu vas pas les faire tous non plus. Le jeune prince fait le tour du monde pour devenir le guerrier ultime, et une fois devenu adulte et badass, il passe une épreuve pour obtenir l'arme absolue, le sabre capable de mettre fin à la vie d'Aku. Ainsi armé, il revient dans son pays, maintenant dévasté, où son père et ses sujets travaillent comme esclaves pour Aku, et rejoint le démon dans son antre afin de l'achever. Malgré ses immenses pouvoirs, Aku ne fait pas le poids contre le prince. Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Voyant qu'il est sur le point de se faire tuer, Aku fait ce que n'importe qui ferait dans sa situation. Il ouvre un portail temporel pour envoyer le jeune prince dans le futur, où il sera devenu suffisamment puissant pour lutter à armes égales contre lui. Notre héros se retrouve donc sur une terre futuriste dévastée et dominée par Aku, où les gens vivent dans la terreur sous la poigne d'une armée de robots. Oui, en découvrant ce scénario, on a vraiment pensé à Argyle. Le prince comprend bien qu'aller tuer Aku maintenant ne réparerait pas les siècles de dégâts qu'il a causés. Le plan A de notre personnage principal est donc de faire ce que n'importe qui ferait dans sa situation. Explorer la planète, à pied et en sandales, à la recherche d'un des portails temporels pouvant le ramener à son époque et lui permettre d'empêcher ce futur apocalyptique. Ce n'est pas un plan débile, vu que dans cet univers, il y a des portails temporels à tous les coins de rue. Et donc, contrairement à ce que les parodies et l'expérience de Clone Wars donnaient à croire, la série n'est pas muette, loin de là. Ça cause pas mal, ça cause même très bien.
Jack, c'était pas de la merguez ton numéro. Ça dépote mon pote délire total. Et comme il te la mortadélise et le taco, j'y crois pas. Les scènes ne sont muettes que quand ça les rend meilleures et qu'un dialogue serait de trop. Donc les premières personnes que notre héros rencontre dans le futur sont une bande de jeunes impressionnés par ses prouesses qui s'empressent de jacter à ce sujet en le surnommant Jack parce qu'ils ne connaissent pas son nom et qu'en argot anglais ça se fait. Pour une raison non spécifiée, notre héros décide de garder ce pseudo. On m'appelle Jack. Il se dit peut-être que son nom japonais serait trop difficile à prononcer pour les gogols du futur. Quand tu as l'intention de faire de ta série un exercice de style, tu dois te donner la possibilité de mettre tout ce que tu veux, de faire référence à ce que tu veux, de plagier ce que tu veux, sans que ça fasse incongru ou déplacé. Pour ça, une seule solution, ta série doit être humoristique. En conséquence, malgré une prémisse très sombre et un univers très sombre, Samurai Jack est une série très drôle. La drôlerie est un outil au service de l'objectif final, elle n'est pas l'objectif final lui-même. Ce que cette série est principalement, c'est artistique. Quand on a dit ça, on a tout dit. Cette liberté créative est obtenue grâce à la combinaison d'un pitch simple et d'une composante humoristique qui permet de tester toutes sortes de situations pour voir lesquelles donnent quelque chose de joli. Des fois, ça donne des trucs un peu bizarres. La plupart du temps, c'est juste à couper le souffle. Cette exploration esthétique n'est rendue possible que parce que l'intrigue principale, même si elle est toute simple et abordée la plupart du temps sous l'angle de l'humour, est traitée avec tout le sérieux nécessaire. Non seulement on explore toutes les situations pouvant découler du pitch de base, il y a même des épisodes d'origin stories se déroulant dans le passé, mais en plus Jack et Haku essayent respectivement toutes les stratégies auxquelles on pourrait penser pour atteindre leur objectif. Le duel de champions, la course à l'armement, l'infiltration des milieux criminels, la magie, l'empoisonnement, la levée d'une armée, la drague... Oui. En outre, comme la série n'est pas à suivre et que le personnage voyage de par le monde pour trouver des portails temporels, de nombreux épisodes mettent simplement en scène Jack arrivant quelque part, n'importe où, pour y vivre quelque chose, n'importe quoi. En bref, 5 saisons, un pitch très simple, une véritable volonté de tout explorer de ce qui en découle, et la libye de l'humour pour ne rien s'interdire. Si quelque chose n'est pas dans Samurai Jack, c'est que ça n'existe pas. Quelques mots sur la structure de la série. D'abord 4 saisons de 13 épisodes produites de 2001 à 2004, puis une saison 5 réalisée en 2017, soit longtemps après, dans le but explicite de terminer la série, qui était restée sans conclusion après sa saison 4. Nous reviendrons sur ce qui la différencie ou pas des autres sur le fond. Mais sur la forme, puisque son objectif est d'en finir de manière claire, nette et efficace, ces 10 épisodes constituent un arc à suivre, ce qui, comme nous l'avons dit, n'est pas du tout typique de Samurai Jack. Donc même si des efforts méritoires ont été faits pour que le style de cette dernière saison reste proche du reste, il y a une rupture. Et quand on parlera des règles de la série, on parlera surtout de ces 52 premiers épisodes, même si les 10 de fin ne les contredisent généralement pas. La rupture entre la saison 4 et la saison 5 est conscientisée par la série. Non seulement la numérotation des épisodes reprend à 92 au lieu de 53, faisant allusion à l'ellipse dans l'intrigue sur laquelle nous reviendrons et au temps qui a passé entre la production des 2 dernières saisons, mais en plus la saison 5 ne reprend pas le générique des autres qui... Rendez-moi le générique de Samurai Champloo. Ah non, quand même pas. Et puis tu sais, tout le monde a l'air de l'adorer ce générique. Oui, il y a des phénomènes dans la vie qu'il vaut mieux pas chercher à comprendre. Bref, la saison 5 renonce à cet insupportable générique. Elle y fait simplement une allusion mélancolique en reprenant les paroles. Attends, il y a... des paroles? Gotta get back, back to the past, Samurai Jack, c'est pourtant clair, non? Bon, terminer une série légère pas à suivre par un arc suivi beaucoup plus sérieux, ça s'est déjà fait même dans des séries produites sur un temps plus court, c'est ce qu'a fait Stormbox. C'est vraiment le changement de générique et de numérotation des épisodes qui est un marqueur assez clair de rupture. Malgré cet inévitable sentiment de rupture, la fin est satisfaisante parce que c'est la fin qu'on attendait. Trop d'histoires se gâtent elles-mêmes de façon irrémédiable en voulant absolument avoir un rebondissement inattendu dans leur dernier acte. Le pitch de Samurai Jack nous promet une fin. Jack va remonter le temps et annuler ce mauvais futur. C'est exactement ce qui se passe et c'est mis en scène de façon satisfaisante. Enfin, aussi satisfaisante que peut l'être une fin qui consiste à éradiquer de l'existence l'univers avec lequel on a passé une série entière et les personnages qu'on y a croisés. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus rassurant de voir un épilogue à la mystère associé pour constater que les personnages en question existent toujours, même s'ils vivent dans un univers différent et ont une personnalité moins belliciste, maintenant qu'ils vivent dans un monde en paix. Mais la série a plutôt choisi de ne pas nous prendre pour des cons et de nous souligner que oui, le prix à payer pour vaincre Haku, c'est que le futur que nous avons exploré pendant 5 saisons et tous les éléments qui le constituent disparaissent. J'aurais des choses à redire sur la façon dont c'est fait, mais commenter ça impliquerait d'entrer trop dans les détails, et c'est pas parce que cette série a bel et bien la fin qui était prévue dès son premier épisode qu'il faut vous empêcher d'en profiter. D'autant plus que, comme on l'a souligné, il est assez clair que la dernière saison n'aurait pas été faite comme elle a été faite si elle avait été réalisée dans la foulée des 4 autres et pas des années après. Donc il y a quelques surprises dans les détails qu'il vaut la peine de découvrir sur le moment.
indépendamment de la façon dont c'est fait, on peut quand même rendre hommage à cette intransigeance. L'enjeu est d'effacer le mauvais futur, le coût à accepter est qu'on sacrifiera les quelques bons aspects, et la série n'a pas l'intention de dissimuler ce sacrifice comme de la poussière qu'on cache sous le tapis à la fin. Quoi qu'il en soit, pendant toute la série, on sait que le but de Jack est de faire disparaître toutes les personnes qu'il rencontre. Il les sauve quand même, parce que bon, si jamais il échoue à effacer le mauvais futur, il faut malgré tout qu'il aide ses habitants à survivre le plus longtemps possible, mais son objectif final est quand même de tous les éradiquer. Jack ne commente pas ce qu'il ressent vis-à-vis de cet état des choses. On ne sait même pas s'il en est conscient. Il ne doit pas l'être complètement, car il arrive qu'il fasse un truc très con comme manquer une occasion de prendre un portail temporel pour empêcher des gens du mauvais futur qu'il compte de toute façon effacer d'être tués. Alors même que ceux-ci avaient choisi leur sort, en restant en arrière pour contenir les armées d'Aku le temps que Jack prenne le dit portail. Et sont parfaitement conscients, eux, en toute vraisemblance, que le succès de la mission devrait les effacer de la continuité, ou en tout cas effacer les événements conduisant à leur mort. Tout du long, la série gère ce paradoxe de la même manière qu'elle le gère dans sa fin. Elle ne le commente pas, nous laisse décider ce qu'on doit en penser, mais ne le dissimule pas sous le tapis pour autant, au sens où Jack répète souvent d'une manière ou d'une autre que son but est d'empêcher ce mauvais futur d'exister. Là encore, l'utilisation de l'humour aide à faire passer ce prérequis très sombre du scénario. On est dans une situation grave qui n'aura pas d'issue joyeuse, mais on arrive à en rire, donc on arrive à l'accepter. Mais globalement, quand on dit que la saison 5 est plus sombre, on veut surtout dire qu'elle est produite par Adult Swim pour une plateforme de streaming, donc il n'y a plus de censure, et qu'on peut se permettre d'ajouter les seuls trucs qu'on se refusait jusqu'à présent, le sang et le sexe. Alors, par sexe, on veut dire de chastes baisers sur la bouche probablement peu suivis d'effets vu comment les protagonistes sont immatures d'un point de vue romantique. Par sang, on veut dire qu'il y a des morts très graphiques d'êtres organiques à l'écran. Les morts des adversaires dans les saisons précédentes étaient très graphiques, mais tous ces adversaires étaient des robots donc. Les robots, on en parle tout de suite, je finis d'abord sur le côté sombre. La saison 5, contrairement à ce qui était annoncé, n'est pas plus sombre que le reste. Certes, elle se passe après une ellipse de 50 ans, et on a affaire à un Jack plus désespéré, plus tourmenté, qui a renoncé à se coiffer, à se raser et à réparer son kimono entre 2 épisodes, mais cette fatigue croissante était déjà amorcée dans la saison 4. Celle-ci avait d'ailleurs de plus en plus d'épisodes qui se terminaient sur une note triste. On sait que plus on avance dans la série, plus on approche du moment où Jack accomplira sa mission et effacera le futur. Je sais pas si c'est volontaire de la part des auteurs, mais ces fins d'épisodes tristes rendent cette future éradication plus acceptable. Ce futur est désespérant, il ne faut pas le maintenir. Et dès le début de la série, on nous présente ce monde comme très dangereux pour les innocents. Le côté sombre a toujours été présent, et cet humour qui aide à le faire passer n'est pas absent de la saison 5. Et donc les robots. Ok, les robots. On est dans le futur. Il y a des robots partout. Des gentils, des méchants, des sentients, des machines non sentientes, des comiques, des mignons, des dangereux, des touchants, des effrayants. Les robots, c'est comme l'humour. Ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme et on peut s'en servir pour faire référence à tout et n'importe quoi. En plus, on peut les tuer sans traumatiser le jeune spectateur. Ils permettent à Jack de se refuser à utiliser son sabre contre les organiques non serviteurs d'Aku. Et le plus beau, c'est qu'ils explosent. Alors on peut en faire de la belle animation de destruction et de la violence gratuite tolérée par la censure. Et bien indulgente. C'est surtout une grosse hypocrisie que, d'ailleurs, la saison 5 se fait un plaisir de dénoncer. C'est un symptôme de sa réalisation tardive. Comme la Reine Noire dans Argylle, Aku n'a pas conquis que la Terre, il a conquis de nombreuses autres planètes et radicalement transformé l'environnement. Ainsi, la population de ce futur est très bigarrée, comporte assez peu d'humains ordinaires, et on constate après que Jack l'a coupé en deux que, surprise, l'adversaire était en fait un robot et donc il s'est rien passé de grave. Ça n'empêche pas qu'avant de se révéler être un robot, c'était un personnage. Les scènes d'action occupent suffisamment de temps d'épisode, et suffisamment efficacement, pour qu'on ne ressente pas le besoin qu'on nous fournisse des explications sur ce qui dans ce monde est ou n'est pas un robot, et sur ce qu'un robot est ou n'est pas. Cette ambiguïté, qui est également permise par le style visuel cartoon, est trop utile à la série pour que l'intrigue prenne le risque de se saisir sérieusement du sujet. Donc non seulement nécessité scénaristique oblige, on se retrouvera avec des robots qui veulent manger des bébés alors que bon, en tant que robot, ils ne devraient pas avoir besoin de manger, mais aussi la question de leur sentience et de leur humanité ne se posera que très tardivement et seulement de façon circonstancielle dans un épisode tragique de la saison 4. Ça se comprend, la série se serait tiré une balle dans le pied en essayant d'aborder ce sujet plus tôt. Mais du coup, le principal effet, c'est que la série est d'une grave cruauté envers les robots. Ils sont détruits, exploités, utilisés dans des combats de coq, alors même qu'on les montre interagissant et manifestant des émotions et une volonté de survivre. Cette série est complètement robophobe. C'est le prix à payer pour écrire chaque épisode au feeling. C'est le mot d'ordre de la série, on y va au feeling, et on donne libre cours à sa créativité. Évidemment, dans ces conditions, on aura moult épisodes qui feront lever les yeux au ciel en mode « Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer au juste ?» Les péripéties qui font suite à l'élément déclencheur d'un épisode n'ont pas forcément de rapport entre elles, ce qui fait qu'en plein milieu de l'action, on peut se déconcentrer en se demandant soudain « D'accord, mais quel rapport avec les écureuils ?» Mais d'autres fois, on sera juste époustouflé et ému par la simplicité et l'efficacité de l'anecdote qui nous
vous ai racontées. Des règles vont tout de même devoir être dégagées de cette succession d'histoires improvisées. Et la première est que ni Haku ni Jack ne sont invincibles. Ok, Haku ne peut être tué que par le sabre de Jack, et ok, Jack, en passant le portail temporel, s'est figé dans le temps, ce qui fait que son costume se répare entre chaque épisode. Seulement son costume, pas son chapeau qu'il a fabriqué sur place une fois arrivé dans le futur, et pas ses sandales parce que fuck la logique. Ouais, alors, c'est une explication astucieuse pour le kimono, mais la vérité c'est qu'il se répare entre chaque épisode parce qu'on est dans un cartoon. L'idée que Jack soit figé dans le temps est introduite dans la saison 5, et avant ça, dans la saison 4, on a l'impression que ses traits sont vieillis par rapport à la saison 1. Dans tous les cas, Haku et Jack sont réellement un danger l'un pour l'autre, sont réellement vulnérables l'un face à l'autre, et sont capables de faire des erreurs, des mauvais choix stratégiques, et d'être en difficulté. Alors pas d'ambiguïté, Jack est badass. Très badass. Assez badass pour menacer de faire imploser la série par trop de badassitude. Mais il n'est pas invincible pour autant. S'il est intéressant que l'épisode finisse par lui perdant la confrontation mais ayant convaincu son adversaire de l'épargner, alors l'épisode se finira comme ça. Voire, en dépit de ces occasionnelles défaites, sur lesquelles on peut débattre pour savoir si ça fait des chutes d'épisodes satisfaisantes ou pas, la saison 4 a tendance à présenter Jack comme un ennemi invincible qu'Haku peine à détruire, alors que, redisons-le, il a déjà été vaincu précédemment. Jack n'est pas infaillible non plus. On le voit parfois faire des trucs très cons. À l'épisode 8 de la saison 3, Haku échappe à la mort parce que Jack le laisse s'enfuir. 2 épisodes plus tard, il y a l'anecdote qu'on a déjà évoquée, où Jack a enfin l'occasion de passer un portail temporel pour rentrer chez lui, mais 2 moines Shaolin sont en train d'affronter les légions d'Haku pour lui permettre d'atteindre le dit portail. Il n'a pas le cœur de les abandonner à leur sort et fait demi-tour pour les aider. Ces gens vont être rebootés de toute façon le jour où il prendra le portail. Il est con ou il est con? Il est con. Mais ça nous permet de prendre conscience d'une chose. On n'attend pas de lui qu'il soit exceptionnellement intelligent. Clairvoyant, sage, réfléchi, certes, mais dans la limite du raisonnable. Tout ce qu'on attend de lui, c'est d'être honorable et déterminé, et de persister à trouver son portail temporel jusqu'au bout. De toute façon, Haku n'est pas infaillible non plus. C'est une étrange stratégie d'envoyer des gens dans le futur alors qu'il y a des machines à voyager dans le temps partout. C'est pas un vrai bannissement dans ces conditions. La série a fait le choix un peu inattendu de faire d'Haku un personnage comique. C'est le grand méchant, il dérive même du mal primordial que les dieux ont affronté au début des temps. Il a soumis l'univers et est totalement invulnérable à quoi que ce soit d'autre que le sabre de Jack, mais il a une tête rigolote, il fait des grimaces et des bouffonneries, et les gags le mettant en scène sont plus ou moins des gags de sitcom. C'est gratuit si je suis livré en retard. Parfait. Oui, ça me va. Et donc, en accord avec ça, au combat contre Jack, Haku est plutôt une mauviette. Ce n'est pas un réel problème, dans la mesure où il est difficile d'accès, peut toujours s'enfuir quand il perd la confrontation, et où de toute façon le but de Jack n'est pas de le tuer dans le futur, mais de trouver un portail temporel pour retourner le tuer dans le passé. Donc on arrive à nous faire prendre l'intrigue globale de la série au sérieux, malgré le fait que le grand méchant soit un clown. Clown ou pas, au fur et à mesure que la série avance, il est de plus en plus menaçant pour Jack, et celui-ci le préoccupe de plus en plus. Un repère visuel qui permet de savoir que Jack est en difficulté, c'est que ses vêtements se déchirent au cours de la scène d'action et son chignon se défait. À partir de la fin de la saison 2, le chignon de Jack se défait de plus en plus tôt dans l'épisode, et sa perte de vêtements est de plus en plus systématique. La série est très peu à suivre. Chaque épisode raconte l'anecdote du jour, et la situation globale pouvant être résolue à tout moment par la traversée d'un portail temporel, il n'y a pas vraiment de progression dans le fil rouge. Mais il y a tout de même une continuité. Cette augmentation graduelle de la difficulté que Haku et Jack posent l'un à l'autre en est un symptôme. Du coup, ça fait complètement incongru quand l'épisode se termine par Jack sur le point de réussir à franchir un portail temporel pour ensuite en être au même point à l'épisode suivant sans explication, ou par Jack se faisant manger par un monstre géant. Et ce dernier point est rattrapé dans la saison 5. J'ai déjà été avalé par des monstres. La saison 5 fait énormément d'efforts pour créer une continuité sérieuse avec les saisons précédentes. Elle en fait même peut-être un peu trop, en ramenant des personnages qui, en toute logique, devraient être morts au bout de 50 ans, ou d'autres dont on a plus ou moins assisté à la scène de mort. Mais tout est fait pour donner le sentiment que l'histoire, qui était pourtant super simple et ne nécessitait que d'enchaîner les aventures du jour, a quand même eu une continuité, une évolution, qui arrive maintenant à sa conclusion. Le fil rouge de cette saison 5, car il y en a maintenant un, est centré sur une bande de filles entraînées depuis l'enfance pour affronter Jack, et endoctrinées pour croire qu'Haku préserve le monde et que Jack le menace. Haku avait essayé la stratégie de l'endoctrinement des enfants à la saison 1, et cette fois-là, elle avait échoué parce qu'Haku s'y était pris comme le bouffon qu'il est. Le fait qu'on la réutilise de façon sérieuse et avec succès pour la conclusion donne un sentiment d'évolution, d'avancement. Que l'arc conclusif soit préparé et géré avec un tel sérieux est paradoxal, car comme on l'a dit, la solidité de la série vient avant tout du fait qu'elle ne se prend jamais complètement au sérieux. On a déjà parlé de la règle bizarre avec les vêtements de Jack, qui ne change jamais, repousse à chaque épisode, sauf son chapeau qu'il refabrique avec des matériaux trouvés sur place chaque fois qu'il le perd, et ses sandales le jour où l'épisode décide d'en faire un enjeu. Je n'apprécie pas beaucoup qu'on se moque de mes sandales. Bref, Jack a beau être un héros,
c'est quand même un personnage de cartoon. Et comme on a dit, Haku, tout menaçant qu'il soit, est un personnage résolument comique. Les scènes l'impliquant cherchent toujours à le rendre drôle. La VF en rajoute un peu là-dessus d'ailleurs. Finalement, les gens ont bien raison. Quand on veut que les choses soient bien faites, mieux vaut s'en occuper soi-même. Soi-même, mais c'est moi ça! Il faut dire qu'il est doublé par la VF d'Eddie Murphy à partir de la saison 2 aussi. Ça fait tout de suite son petit effet. Je vais me débarrasser de Samurai Jack une fois pour toutes! Même la saison 5, avec son ton plus dépressif, ne cherche pas à rendre Haku plus sérieux. La série joue sans cesse avec la frontière entre le sérieux et l'humour, en mettant Jack dans des situations périlleuses mais hilarantes, qui l'obligent à flirter avec le ridicule sans jamais se départir de sa dignité. Je sais pas si l'épisode de la rêve party compte. Je suis sûr qu'il n'a été fait que pour le calembour à propos d'Acoustique. Ouah, ça déchire! Ah, que vos oreilles se régalent à l'écoute du son acoustique! D'ailleurs, là encore, la VF s'est fait plaisir en rajoutant des rimes en hack à gogo. Samouraï foutraque! On va danser au son les bas! On va lui éclater la calebasse sur le tout nouveau tube dans les bacs! À l'attaque de Jack! De toute façon, l'humour de Samurai Jack, c'est avant tout des références. D'habitude, on fait des références parce que ça constitue une bonne ressource pour faire des gags, mais là c'est l'inverse. On a choisi le ton humoristique dans le but de multiplier les références, rapport à l'exercice de style que la série s'efforce de faire à chaque épisode. Et ça marche! Quelque part, ça marche d'autant plus que le but n'est pas de faire rire facilement en faisant une énième référence éculée à un truc iconique de la pop culture, mais bien de s'accorder la permission de faire un épisode à la Alice au Pays des Merveilles, un épisode à la 300, à la Equilibrium version film noir, de glisser des caméos de Grand Gallo et Petit Trot d'Hanna-Barbera, ou des clins d'œil visuels à Astro Boy, Lobo, Totoro et Samus Aran, parce que c'est en se laissant faire tout ça qu'on arrive, sans complexe, à pondre dans sa série des Transformers prussiens et des Megazords what the fuck. Les références elles-mêmes ne sont pas l'objectif. L'objectif est de s'autoriser toutes sortes d'expériences de mise en scène, de poser les conditions nécessaires pour pouvoir mettre des moments hyper classe, ou des situations impayables comme une rêve party organisée à côté d'une ville médiévale. Ou un épisode où Haku a un rhume et... C'est un épisode très dramatique. Haku manque de transformer Jack en Haku, avec son rhume. C'est un moment très important mine de rien, car Jack est l'archétype du héros incorruptible. Abandonné dans une époque à laquelle il ne connaît rien, il ne se laisse pas démonter, s'il rencontre des créatures bizarres, son premier réflexe est d'essayer de les sauver, et il ne perd jamais son sang-froid. Alors après, ces actions ne seront pas forcément toujours morales à mon sens. Dans l'épisode 13 de la saison 3, il essaye de voler son butin à un pauvre cambrioleur innocent qui lui a rien fait. Un pauvre cambrioleur innocent. Tu m'as très bien comprise. Bon, mis à part dans des cas de figure un peu what the fuck comme celui-là, auquel cette série pas à suivre est relativement peu bavarde et particulièrement propice, Jack se caractérise d'abord et avant tout par sa droiture. Malgré la fatigue et le désespoir, il ne déroge jamais à ses idéaux. Même quand il perd son sabre et est obligé de compenser en mettant une armure archi ridicule et en se baladant en moto, il reste le même héros incorruptible. Oui d'ailleurs, de ce point de vue, la saison 5 est intéressante. Comme vous l'avez compris, elle se passe après une ellipse de 50 ans au cours de laquelle Jack, donc, a perdu son sabre et a sombré dans le désespoir. Il a l'esthétique d'un héros qui a chuté, que complète le fait qu'il se met à tuer des humains. La saison joue d'ailleurs sur cette idée, avec des apparitions de la version plus idéalisée de lui-même qui viennent le tourmenter. Mais en réalité, c'est une façade. Il n'a jamais changé de ligne de conduite. S'il est devenu indigne de son sabre, il a perdu, c'est parce qu'il a été trompé. Il n'a pas cédé à de mauvais instincts ou été sujet à un égarement moral. S'il se met à tuer des humains, c'est parce que ce sont des humains qui viennent l'affronter. S'il n'en tuait pas avant, c'est parce qu'avant, ses adversaires étaient des robots. Tuer des humains est une expérience nouvelle et déplaisante pour lui, à laquelle il finit par s'habituer par nécessité, mais il ne renie pas son code de conduite par ses actions. D'autant plus qu'il a déjà tué des êtres organiques avant. Dans un épisode, il tue même un méchant en lui crachant dans la bouche. Bon, toujours est-il que Jack n'a jamais donné l'impression de vouloir épargner ses ennemis à tout prix quand c'est pas des robots. Donc je serais bien en peine de dire si, dans l'esprit des scénaristes de la saison 5, Jack est bel et bien un personnage qui a basculé dans les ténèbres et doit retrouver la lumière, ou si, comme je l'analyse, il a juste perdu confiance et doit retrouver la foi, mais l'apparence de déchéance qu'il donne dans la saison 5 est trompeuse. C'est parce que c'est sa rigueur, son intégrité et sa dignité qui rendent Jack si plaisant à suivre dans les autres saisons. Ça en fait un personnage extrêmement simple, qui convient parfaitement au style minimaliste de cette série, mais surtout un excellent personnage, très agréable à suivre, dont on a envie de connaître la suite des pérégrinations. Et c'est d'autant plus remarquable que ce personnage arrive à être attachant en parlant le moins possible. N'exagérons rien, il parle tout de même plus que ce à quoi je m'attendais. On nous avait annoncé une série quasiment muette, mais non seulement il y a des dialogues, mais il y a même des phrases de drague affligeantes. Bonjour, je vous avais pas vu sur le menu, mademoiselle. Comment qu'on vous croque en plat de résistance? Parce que c'est sûr que vous n'avez pas l'air d'un plat de nouilles. Et la voix d'Eddie Murphy pour faire à coup. C'est pas muet, c'est juste sobre.
Il n'y a que les dialogues nécessaires, mais il n'y en a pas moins. Apparemment, l'intention explicite de Genndy Tartakovsky était de faire une série avec le moins de dialogues possible. Il en avait marre des dialogues péchus du laboratoire de Dexter et des Super Nanas. En tout cas, c'est une blague interne à la série. On n'hésite pas à mettre en scène un épisode où il est carrément interdit de parler. T'en fais pas, t'auras l'occasion de t'en resservir de ton sabre. Comment ça, Résultat, le flashback de l'épisode 6 de la saison 2, qui raconte une anecdote de son enfance impliquant la rencontre avec une petite fille de son âge, a sans doute la meilleure progression de romance par mot prononcé de toute l'histoire de la fiction. Y a pas un seul mot prononcé. N'explique pas la blague. La sobriété des dialogues rend paradoxalement les situations plus touchantes, car la série sait du coup ce qu'il est essentiel de commenter et ce qui ne l'est pas. C'est une différence avec Clone Wars. Clone Wars est muette par vocation, et le reste dans des circonstances où, dans un Star Wars normal, les personnages parleraient. Samurai Jack a davantage le sens du dosage. Quand un personnage est plus efficace en étant très bavard, je pense notamment à l'Écossais, l'un des seuls personnages récurrents de la série dont l'exubérance est un très bon contrepoint à la sobriété de Jack et dont les fans nous auraient voulu de ne pas parler du tout, la série ne rechigne pas à lui donner de nombreuses lignes de dialogue. C'est juste qu'il y a une préférence claire pour l'exposition qui passe par l'image, et c'est très efficace. On a beau explorer un nouvel endroit par épisode et rencontrer un nouveau groupe de personnages à chaque fois, tous ceux qu'on croise sont touchants, même les robots. Surtout les robots. Cette série rend parfois les robots plus émouvants que les humains. C'est parce que, comme on a dit, dans l'univers cosmopolite contrôlé par Aku, la plupart des gens sont des robots aliens. Ce qui est bien pratique pour justifier leur chara-design bizarroïde. Ou alors on fait fausse route et les figurants bizarres, quand ils ne sont pas des robots, ne sont pas du tout des aliens mais des humains ordinaires dessinés dans le style de la série. Après tout, personne dans Samurai Jack n'est représenté de manière normale. Si, les cochons de l'épisode 8 de la saison 2. Ils sont normaux, pas géométriques, et avec une couleur ordinaire. Les humains du même épisode sont normaux aussi d'ailleurs. Donc non, c'est pas le style. La Terre est juste envahie par les aliens et les robots. Et surtout par les robots aliens. Puisqu'on parle de chara-design, petite remarque. Jack est jaune. Non, vraiment jaune. Mais il perd cette coloration quand il est déguisé. En fait, la coloration jaune fait partie de son cosplay de samouraï. Il cesse de la voir dès qu'il s'habille autrement. Et dans les moments où il est habillé autrement, il a des visions de son père qui lui est toujours habillé en Japon médiéval, toujours en costume et toujours jaune. La couleur jaune fait partie du costume, c'est QFD. C'est pas impossible qu'il n'ait pas assumé son chara-design de base au point d'en reproduire la couleur lorsqu'il le modifie, mais n'ait quand même pas voulu changer ce chara-design de base en cours de route. Mais l'idée que ce serait une convention graphique pour figurer le fait qu'il est en tenue traditionnelle a l'avantage d'être intéressante. Quoi qu'il en soit, le style visuel de cette série marche bien. Il peut coller à toutes les ambiances, à toutes les situations, et véhiculer efficacement l'émotion et l'humour, non sans s'autoriser quelques bonnes trouvailles graphiques. L'animation est à la hauteur, fluide et dynamique. On relèvera quelques facilités que la série s'accorde au nom du minimalisme, comme des moments où des personnages se déplacent comme s'ils étaient sur des patins à roulettes, mais ce genre de choses se remarque surtout parce que la qualité globale de l'animation est dans le haut du panier. Du coup, en conclusion, pourquoi Samurai Jack ça fonctionne? Parce que c'est pas Star Wars. Non, je reformule. Parce que c'est pas que Star Wars. C'est une série qui part sur une prémisse de base très simple qui l'autorise à faire n'importe quoi et à exploiter tout le potentiel de ce style narratif. Et ce style narratif ne marche que si on en exploite pleinement tout le potentiel. Pour avoir osé être un exercice de style rien de plus, rien de moins, avoir ému, passionné et fait rire son public pendant 5 saisons, Samurai Jack mérite qu'on s'en souvienne. Jack.